Le titre de ce dossier, alors là, les amis, c'est Sébastien et Aurélien et Sébastien qui nous proposent ce dossier très particulier, puisqu'on va parler de théorie des nombres et du dernier théorème de Fermat. Je dis Fermat, il y a un T derrière, mais on dit Fermat, on l'a vérifié. Aurélien, Sébastien, je vais vous céder ma place et je vais vous écouter patiemment. Comme tous nos éditeurs, je suis votre premier auditeur, c'est à vous. Oui, alors on a trouvé un petit sujet d'actu sur le théorème de Fermat. Et du coup, on va vous expliquer, et Sébastien va commencer par vous expliquer simplement le théorème de Fermat. Simplement, c'est ça qui est rigolo. Le dernier théorème de Fermat, parce qu'il y en a un autre, on en parlera peut-être une autre fois dans les technos. Le dernier théorème de Fermat, c'est un énoncé mathématique d'une simplicité déconcertante. Mais franchement, un collégien peut le comprendre. Mais il a résisté aux plus brillants esprits pendant plus de 3 siècles, 300 ans. Alors, pour l'expliquer, je fais un petit détour par Pythagore. Vous vous souvenez de Pythagore, Marc ? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Dans un triangle rectangle, c'est A carré plus B carré égale C carré. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une infinité de solutions à cette équation. Une infinité de combinaisons de A, B, C qui font tous les triangles rectangles imaginables. Ça peut être 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, parce que 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16, 9 plus 16, ça fait 25, c'est bien 5 au carré, etc. Et il y a une infinité de solutions quand l'exposant c'est 2, on appelle ça les triplets pythagoriciens. Alors, vous allez me dire, le rapport avec le théorème de Fermat, c'est quoi ? Pierre de Fermat s'est posé la question suivante. Que se passe-t-il si on remplace les carrés par des cubes ou les puissances de 4 ? Ou n'importe quel autre chiffre supérieur à 2. Autrement dit, le théorème de Fermat, c'est est-ce qu'il existe des nombres entiers positifs A, B et C, tels que A exposant n plus B exposant n est égal à C exposant n, quand n est un entier supérieur à 2. Eh bien, vous savez quoi ? La réponse est non. 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 Et c'est ça qu'affirme le dernier théorème de Fermat. Il dit l'équation A exposant n plus B exposant n est égale à C exposant n n'a pas de solution en nombre entier strictement positif lorsque l'exposant est supérieur à 2. C'est incroyable. Pour 2, il y a une infinité de possibilités, mais dès qu'on passe à 3 et au-delà, il n'y en a plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle le dernier théorème de Fermat. Et je vous l'ai dit, avant ça, il en avait fait un autre, mais ça sera le sujet d'un autre dossier. Oui, je vais quand même en parler très rapidement. Donc, il y a le grand théorème de Fermat dont on vient de parler, et le petit théorème de Fermat, donc les deux ont été formulés dans les années 1640, c'est pas tout jeune. Et je vais juste, on pourra aborder ça dans un autre dossier si vous le souhaitez, mais je vais juste l'énoncer. Donc on prend P, un nombre premier. Donc c'est un nombre premier, prenons par exemple 3. Et puis, on va prendre A, un entier qui n'est pas divisible par P. Par exemple, 4. 4, c'est pas divisible par 3. Et donc, le petit théorème de Fermat, il dit quoi ? Il dit que A à la puissance P-1 moins 1, le résultat de cette opération-là, est divisible par P. Alors, par exemple, je vais reprendre mon exemple. Si P égale 3 et A égale 4, 4 à la puissance 3 moins 1, 4 au carré, ça fait 16, moins 1, ça fait 15, et bien 15, le résultat, est bien divisible par 3. 3 fois 5, 15. Donc, c'est une démonstration assez forte, et sans le savoir, tous les jours, lorsque vous ouvrez un navigateur Internet, lorsque la page ou la page que vous lisez est sécurisée par un protocole quel qu'il soit, la clé RSA et les fameuses clés publiques, clés privées, elles utilisent ce théorème-là. Alors, elles ne l'utilisent pas avec P égale 3, mais elles l'utilisent avec des grands nombres premiers. Je vous renvoie à des hors-séries sur la cryptographie qu'avait fait Sébastien il y a quelques années. Et en tous les cas, voilà, ce sont des théorèmes qui ont été démontrés si je dis pas de bêtises, XVIIe siècle et qui nous servent encore tous les jours.
En tout cas, le petit théorème, celui que tu viens d'expliquer, a été démontré au XVIIe siècle, il y a presque 400 ans maintenant. Et lui, il a des explications très concrètes en informatique, tu l'as dit. C'est la base de la cryptographie, en tout cas de la cryptographie à clé publique et clé privée. Mais revenons au grand. Le grand... Pourquoi est-il passionnant? Exactement. Pourquoi? Parce que justement, les travaux de Fermat sont... Enfin, on y reviendra, mais font appel à plein de domaines. Lui, c'était un mathématicien, on va dire, du dimanche, et il s'intéresse à plein de choses, donc à plein de domaines. Et donc, pourquoi on parle de ce dernier théorème de Fermat encore aujourd'hui, Sébastien? En fait, Pierre de Fermat, il faut savoir, comme tu l'as dit, c'était pas un mathématicien. C'était un magistrat français au XVIIe siècle. Il est né en 1601, il est mort en 1665, à 64 ans. Et les mathématiques, pour lui, c'était un passe-temps. C'était un mathématicien amateur. Et il lisait un jour un livre d'un auteur grec, les Arithmétiques de Diophante, un texte ancien en grec. Et il a annoté dans son bouquin, dans la marge, j'ai trouvé une démonstration merveilleuse de ce théorème. Donc on parle du dernier théorème de Fermat. Mais la marche est trop étroite pour la contenir. Et donc, il affirmait avoir la démonstration, mais il l'a pas écrite, et on n'a jamais su s'il avait vraiment découvert arrivé à démontrer son théorème. Et c'est son fils qui, après sa mort, a publié les œuvres de son père. Et dans ses œuvres, il y avait cette annotation dans la marge en disant voilà le théorème, j'ai réussi à le démontrer. Et puis, est-ce qu'il avait réussi à trouver ou pas? Il l'a vraiment fait, parce que moi je peux en faire des théorèmes aussi. Oui, j'ai qu'à mettre dans le bord d'une marche. En fait, la plupart des historiens en mathématiques aujourd'hui pensent que non. Il avait probablement trouvé une approche qu'il croyait correcte, mais qui probablement comportait une faille qu'il n'avait pas identifiée et qu'il n'avait pas vue. Parce que, je répète encore une fois, Fermat, c'était pas un mathématicien professionnel, et puis surtout les outils mathématiques de son époque étaient limités. La démonstration complète et rigoureuse a nécessité des concepts mathématiques qui n'existaient même pas à son époque. Et donc, ça a attiré la curiosité de plein de mathématiciens pendant des années. Bah oui, c'est un mélange de simplicité. Il s'énonce très facilement. A exposant n plus b exposant n égale c exposant n n'a pas de solution si n est plus grand que 2. Un collégien peut comprendre, mais la démonstration elle-même, ça a mobilisé les branches les plus avancées des mathématiques. Il y a cette part de mystère aussi. Est-ce que Fermat avait vraiment une preuve? Si oui, laquelle? Et alors les mathématiciens ont fait des progrès graduels. Ils ont d'abord montré que pour certaines valeurs de n, comme 3 ou 4 ou 5, et puis après pour tous les n inférieurs à 100, ils arrivaient à faire une démonstration. Mais trouver une preuve générale, il a fallu des siècles, et c'est seulement en 1994 qu'un mathématicien anglais, Andrew Wiles probablement, a réussi à faire cette démonstration. Oui, c'est Andrew Wiles, je sais pas, britannique. Il a bossé quasiment dans le secret pendant 7 ans pour essayer d'attaquer ce théorème et de trouver une solution, on a dit, formelle, hein, pas, voilà, en tous les cas, qui marche pour tout. Et donc, il n'a pas attaqué le théorème de Fermat frontalement. Il a d'abord travaillé sur les conjectures de Taniyama Shimura. Et ça lui avait été soufflé par un mathématicien allemand, Gerhard Frey, qui avait dit « Oh, si on arrive à bien comprendre des courbes elliptiques de la conjecture, on peut-être arriver à... Il y a peut-être un lien entre le théorème de Fermat. » Et c'est quoi alors cette approche indirecte qu'il a prise? Alors en fait, il a utilisé une preuve par contradiction. C'est-à-dire qu'il a dit, il a montré que si le théorème de Fermat était faux, c'est-à-dire qu'il existait des entiers positifs A, B, C et des n supérieurs à 2 tels que a à la puissance n plus b à la puissance n égale c à la puissance n, ben on arriverait à une fameuse courbe elliptique dont je parlais tout à l'heure, qui a des propriétés très étranges, si étranges qu'elle contredirait la conjecture de, je reprends, Taniyama Shimura. Et donc, il a démontré que on arrivait à une aberration en partant du postulat que
contradictoire par rapport au théorème de Fermat, donc qu'il existait bien des couples pour lesquels le théorème était vérifié. Mais donc il a dû passer par des courbes elliptiques, et ça c'est de la géométrie, c'est Voilà. c'est super compliqué. Alors en fait, c'est bien là où Fermat a été très fort, parce qu'en fait, le théorème, il faut 200 pages pour écrire la démonstration, Waouh. et il faut passer par de la théorie des nombres, de la géométrie et de l'analyse. Et aujourd'hui, même des mathématiciens professionnels qui sont très aguerris, c'est rare de trouver des gens qui ont suffisamment de compétences dans ces 3 domaines pour comprendre dans l'intégralité, dans son intégralité, toute la preuve. Mais même Willis, au début, il était à côté de la plaque, non? Oui, alors en fait, il a exposé en 1993 la preuve devant un collège d'experts, de mathématiciens, et il y a un scientifique, Nick Katz, K-A-T-Z, qui lui a dit, dis donc, il y aurait quand même une faille à la page 53, alinéa 4. Monsieur. Il y a une petite faille, donc du coup, Willis, il a dû retourner pendant 1 an travailler avec un de ses étudiants, Richard Taylor, pour vraiment enfoncer le clou et démontrer qu'il n'y avait pas de faille, enfin, qu'il corrige cette faille-là. Et donc, c'est vraiment qu'en 95 qu'il a fait une démonstration formelle et où là, tout le monde a été d'accord. Et donc, 358 ans après Fermat, on a réussi à démontrer une preuve formelle de la non-existence de A, B, C et N qui satisfont l'équation en question pour N supérieur à 2. Et il a été reconnu pour ça? Il a eu Nobel de mathématiques ou autre? Oui, je pense qu'il est un peu sorti de l'anonymat grâce à ça. En même temps, il y a 7 ans plus 1 an de boulot, ça devait quand même être pas si évident. Donc évidemment, il a eu des médailles du CNRS en France, le prix Wolf, la médaille Fields en 98. Je vous rappelle, la médaille Fields en mathématiques, c'est le prix Nobel en physique, c'est l'équivalent du prix Nobel en physique. Et puis, l'histoire a généré des documentaires, des livres, enfin voilà, c'est une vraie saga ce truc. Mais en tous les cas, après, c'est le seul à avoir réussi à aller jusqu'au bout après 358 ans de mystère. C'est quand même, à mon avis, c'est quand même assez unique dans l'histoire des mathématiques. Alors pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui, vous allez me dire? Eh bien parce qu'il y a un lien avec l'actualité. Si. Il y a 2 semaines environ, c'est un article du Monde qu'Aurélien m'a partagé, j'avais entendu ça à la radio également. Ils expliquaient qu'il y a un nouveau projet collaboratif international qui était lancé pour apprendre la démonstration du théorème de Fermat à un ordinateur. Tu peux nous en dire plus, Aurélien? Oui, alors je vais commencer par une petite aparté. C'est pas... on pourrait se dire bêtement et simplement, on va faire des boucles. On a 4 paramètres, A, B, C et N, et on va faire des boucles et tester plein de combinaisons. Voilà, si même avec une puissance de calcul très importante, si on trouve un couple, un quadruplet qui fonctionne, bingo, le théorème de Fermat. Mis en défaut, il tombe. Mais là, c'est pas ça qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment un calcul formel et une démonstration formelle du théorème. Et donc, du coup, il faut avoir des grosses compétences en mathématiques et en informatique théorique pour essayer de créer une démonstration d'arriver à une démonstration par un moyen informatique. Et donc, c'est Kevin Blussard de l'Imperial College de Londres qui a à la tête maintenant de ce projet, et donc qui vise à formaliser entièrement la démonstration du théorème de Fermat dans un langage compréhensible par un ordinateur. Et c'est un projet énorme, c'est 1 million d'euros. 1,1 million d'euros jusqu'en 2029, pardon. Ah oui, donc c'est vraiment énorme. Mais ça sert à quoi? Parce que on a déjà la théorie et la démonstration de Wiles, le mathématicien anglais. Elle est complète, elle est reconnue, elle a été validée par d'autres. Ça sert à quoi d'apprendre à un ordinateur à faire la démonstration lui-même? En fait, dans les 200 pages, Wiles fait référence à des théorèmes antérieurs.
et à des preuves antérieures. Et donc, ça utilise beaucoup de raccourcis. C'est fait par des humains pour des humains. Ça utilise des raccourcis. Ça saute des étapes qu'on considère comme validées, évidentes. Ça fait déjà 200 pages, hein, vous me direz. Donc, on ne va pas alourdir la démonstration. Donc, le but vraiment, c'est qu'un ordinateur arrive à démontrer formellement toute la démonstration de Fermat sans prendre les raccourcis qu'un humain prendrait. Oui, et avec un ordinateur, il faut vraiment tout lui expliquer. On peut pas dire et comme selon le théorème de Pythagore et blablabla, parce que nous, les humains, on va dire ah oui c'est ça. Mais pour un ordinateur, il va falloir aussi lui expliquer le théorème de Pythagore, y compris la théorie des nombres, y compris l'analyse, y compris la géométrie, les courbes elliptiques dont tu parlais avant. Alors pour faire ça, ils utilisent un logiciel qui s'appelle Lean. C'est ce qu'on appelle un assistant de preuve. Donc c'est un environnement de programmation qui est vraiment spécialement conçu pour écrire et pour vérifier des démonstrations mathématiques. Et ce projet, c'est pas uniquement le monsieur que tu as cité à Londres, mais il y a une trentaine de mathématiciens qui sont des contributeurs directs dans plusieurs de pays, et puis beaucoup plus sur des forums de discussion. C'est un projet collaboratif où chacun peut apporter son expertise dans différents domaines des mathématiques pour traduire des morceaux de la démonstration. Donc c'est vraiment un projet colossal. Un chercheur à l'Institut de mathématiques de Jussieu Paris Rive Gauche, Ricardo Brasca, dit qu'il faut avoir fait une thèse en théorie des nombres pour comprendre cette démonstration. Et là, il ne s'agit pas seulement de la comprendre, mais de la décomposer en étapes élémentaires, de la traduire dans un langage formel, étape par étape, les 200 pages de Wiles. C'est un peu comme si vous deviez expliquer comment faire du vélo à quelqu'un qui a jamais vu de vélo, ni de roue, qui ne sait même pas ce que c'est que l'équilibre. Donc c'est super compliqué. La raison pour laquelle on veut s'attaquer à ça, c'est pour pouvoir sécuriser les démonstrations mathématiques. Il y a trop d'articles mathématiques qui sont faux ou à moitié faux, où il peut y avoir des erreurs, parce que ils sont faits par des humains et il peut y avoir des erreurs. Et donc une fois qu'on arrive à formaliser dans un langage comme dans Lean une démonstration et toutes ces briques de base qu'on va être obligé de devoir expliquer à Lean, eh bien il va pouvoir appliquer ce raisonnement à d'autres algorithmes, d'autres démonstrations mathématiques, mais cette fois-ci sans risque d'erreur humaine, parce que je le rappelle, les mathématiciens sont humains, ils peuvent commettre des erreurs parfois subtiles. Après tout, c'est des démonstrations assez complexes, hein. Et l'article qu'on a lu dans Le Monde dit qu'un doctorant qui travaille sur le projet a déjà découvert que certains arguments considérés comme acquis dans la littérature étaient en fait beaucoup plus compliqués que prévu. On pourrait peut-être même trouver des failles dans la démonstration de Wiles, pardon. Mais au fait, pour ce théorème de Fermat, s'il avait été totalement faux, on s'en serait probablement rendu compte depuis longtemps. Mais ce projet de formalisation pourra clarifier certains points peut-être obscurs ou des points imprécis, certaines ambiguïtés par exemple qui ont été relevées dans les années 60 par exemple. Et du coup, donc ce projet-là, c'est un gros morceau sur le théorème de Fermat, mais ça a d'autres applications sur, à mon avis, d'autres notions mathématiques. Oui, ça enrichit ce qu'on appelle la bibliothèque de Matlib, qui est une énorme bibliothèque de connaissances mathématiques en Python essentiellement. Et plus cette bibliothèque s'enrichit, plus il devient facile de formaliser d'autres théorèmes complexes. Donc c'est un peu comme des Lego qu'on assemble pour pouvoir faire des choses beaucoup plus compliquées. Ça va devenir vraiment un outil pédagogique fantastique. Ricardo Brasca, que j'ai déjà cité, dit qu'on ressort de ces expériences avec une manière un peu différente de penser, que les concepts sont mieux organisés dans notre cerveau. Comment ce projet collaboratif est organisé, Aurélien ? Alors ça va parler à des informaticiens, hein. Tout est organisé autour de GitHub, hein. GitHub, la grande plateforme qu'on connaît. Et puis, c'est vrai que donc moi, j'ai roulé un peu ma bosse dans le monde universitaire et des laboratoires de recherche. Et c'est vrai que les laboratoires de recherche, il y a différents laboratoires de recherche qui travaillent sur des thématiques qui peuvent être connexes, mais il n'y a pas
en tous les cas, dans les expériences que j'ai eues, il n'y a pas tout le temps des collaborations entre ces différentes entités. Chacun publie ses avancées et chacun épie, entre guillemets, les publications des autres. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose qui est collaboratif. Le responsable, le coordinateur, là, dit que vraiment, il attend de ce GitHub et des forums et de tout ce qui tourne autour de ce projet-là, vraiment une collaboration de tout le monde scientifique, et il est très content qu'il puisse rayonner avec tous les collègues qui vont travailler, discuter, dialoguer et échanger et travailler avec des collègues qui n'auraient pas travaillé s'il n'y avait pas eu ce genre de projet et ce genre de plateforme. Et ils en sont où là actuellement ? Alors, pour l'instant, c'est que le début. Je vous rappelle, c'est financé jusqu'en 2029. Ils formalisent les concepts de base de la démonstration. Et ils utilisent d'ailleurs on t'a parlé de Lean, mais Lean Blueprint, qui a été développé par un Français, Patrick Massot. Je suis allé voir d'ailleurs à quoi ça ressemblait, Lean Blueprint, pour documenter et architecturer tous les bouts de code que chacun va ramener sur le GitHub, de toutes les briques de la démonstration de Fermat, puisque je rappelle, il y a de la géométrie, il y a de la théorie des nombres, il y a un tas de choses. Ça fait appel vraiment à beaucoup de monde. Et comme ça, c'est en open source, c'est en public, on peut aller voir quelque part l'avancement du projet ? Oui, donc je le disais, sur le GitHub, il y a beaucoup d'activités. Et puis, sur le forum des utilisateurs de Lean, le fameux Ricardo Brasca dont tu as parlé là, s'étonne déjà que il y a déjà beaucoup d'activités sur ce forum. Et je vous invite à y aller. Si vous comprenez tout, vous m'appelez. Mais ça paraît très intéressant, et c'est un gros morceau. De faire passer ça d'une démonstration 200 pages de papier à quelque chose qui est un ordinateur où vraiment faut tout écrire et démontrer. Pour toi, Sébastien, on a pas mal potassé le sujet. Quelle est la portée de ce projet-là, au-delà des mathématiques pures Il n'y a pas d'application mathématique pure, ça sert à rien ce théorème. Donc ce projet de le coder dans Lean, ça montre vraiment l'illustration parfaite de l'évolution des mathématiques à l'ère du numérique et des ordinateurs. Historiquement, les mathématiques, ça a toujours été une activité humaine. C'était de l'intuition, de la créativité, de la communication, un bout de papier et un crayon. Mais avec l'avènement des assistants de preuve, comme Lean, on assiste à une nouvelle façon de faire des mathématiques, qui est plus rigoureuse, qui est plus collaborative et peut-être plus accessible également. Et puis à plus long terme, ces travaux pourraient évidemment avoir des implications pour l'intelligence artificielle, on y revient encore, et pour la vérification formelle de programmes mathématiques, parce qu'on pourrait imaginer des systèmes capables non seulement de comprendre des preuves mathématiques complexes, mais aussi de raisonner et de générer de nouvelles connaissances mathématiques. Et là, ça serait une révolution, en tout cas dans le monde des mathématiques, un peu comparable à celle que Fermat a involontairement initiée avec sa petite note en marge d'un bouquin écrit en grec il y a plus de 3 siècles. Qu'est-ce qu'on se marre chez les mathématiciens. C'est passionnant, évidemment, mais je suis toujours là, entier et positif. Pas du tout. Mais je me demandais ce que, sans télévision, sans Internet, etc., ce qu'on faisait au XVIIe siècle, le soir, au coin du feu, ben voilà, maintenant on sait, des théorèmes, tout ça pour dire que... On écrivait des trucs dans la marge. On écrit, voilà, juste dans la marge, on griffonne une connerie, et puis voilà ce que ça fait 3 siècles plus tard. Si ça se trouve, il délirait complètement, ce pauvre Fermat. Il avait plus toutes ses billes. Et nous, on est là comme des cons à essayer de trouver des explications pour un truc qui sert à rien. Et c'est ça la conclusion que tu nous as donnée, Sébastien. C'est quand même tout ça pour ça. 24 minutes et 13 secondes pour en arriver à ça. Et encore, on n'est pas rentré dans les détails. Merci beaucoup, les garçons, pour cette épopée. J'aurais dit, ça pourrait se lire comme un roman. On serait bien inspiré d'en faire un film à l'occasion. D'Affermacode. Par exemple. Ne serait-ce que pour sensibiliser un peu tout le monde à ces concepts mathématiques et à ce que ça peut apporter dans différents types de domaines et ce que ça représente de manière fondamentale. Merci à tous les deux.
Merci à vous d'avoir écouté ce hors-série. N'hésitez pas à le partager avec vos amis si vous voulez qu'ils s'y collent aussi. Mais voilà, que dire, c'est la première fois qu'on fait un hors-série là sur ce genre de sujet. Il faut le reconnaître. Et donc on va voir. Des feedbacks. On attend vos retours et on les lira avec grand plaisir. Merci à tous. Passez de bons moments avec les technos et avec d'autres podcasts aussi. Il faut être large et multiple. Et bonne lecture, puisqu'on vous met la source vers l'article du journal Le Monde dont tu parlais là tout à l'heure. À très bientôt. Salut.